J'ai démissionné en 2014 pour commencer à voyager à temps plein. C'est ce qu'on appelle du nomadisme numérique ou parfois du laptop lifestyle. Aujourd'hui, je suis devenu expatrié depuis environ 7 ans en Colombie. Puis, on va toutes les mettre dans la même catégorie aujourd'hui, là, que ce soit du freelancing à partir du Québec ou du voyage. Alors, je veux t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour générer des revenus à partir de mon ordinateur à distance. Alors, on peut le faire par la voie d'un emploi plus traditionnel, ce qui n'a pas été mon cas, et puis je te le déconseillerais même parce que ça peut devenir assez insécurisant de te dire là, que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui peut mettre la switch à off. C'était d'ailleurs l'une de mes motivations pour me lancer à mon compte parce que j'avais eu des pertes d'emploi causées par des licenciements ou des erreurs de ma part, mais bref, en début de carrière, parce que j'étais assez immature, là, mais en tout cas, j'avais perdu mon emploi, puis j'avais dit à mon boss à l'époque, je te dis, moi, plus jamais je vais travailler pour une entreprise qui peut me mettre fin à mon rêve du jour au lendemain, et j'ai encore le même état d'esprit aujourd'hui. Puis je suis sûr que tu partages à quelque part cette vision-là, toi aussi, si tu es en train d'écouter la vidéo, à savoir, il n'y a pas personne qui va décider de mon destin. Maintenant, c'est moi qui va prendre les choses en main, qui va générer mes propres revenus. Je te félicite d'avoir cette perspective-là sur la vie. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait pour envoyer ma carrière dans cette direction-là pour vivre une vie que le 1% vit, peut-être encore moins que ça, il faut faire, là, pour reprendre les mots de Mark Manson, ce que les 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Et c'est l'une des premières philosophies que je veux que tu t'inculques aujourd'hui, c'est de débuter ta réflexion sur des choses que les gens sont trop paresseux pour faire, qui ne sont pas prêts à mettre l'investissement en temps, en énergie, en argent. Donc, toi, ça va être quoi les investissements de ce point de vue-là? Pas investissements nécessairement financiers, mais les investissements en temps qui vont pour toi être naturels ou qui vont te demander moins d'efforts que les autres parce que tu es passionné par la chose. Dans mon cas, c'était la rédaction de CV. C'est comme ça que j'ai monétisé mes activités. Éventuellement l'optimisation de profil LinkedIn et éventuellement le coaching de carrière. Mais il a fallu que je suive une direction qui était très impopulaire dans mon domaine. Mon domaine, j'ai étudié en gestion des ressources humaines et le parcours régulier en gestion des ressources humaines, c'est de commencer avec un emploi en recrutement. Si tu peux l'éviter, tant mieux. Moi, j'étais passionné par le recrutement, fait que ça allait bien de ce côté-là, mais la plupart des RH, ils veulent s'en aller tout de suite au Saint Graal qui va devenir généraliste. Ça veut dire faire du développement organisationnel, faire de la formation, de la rémunération, de la santé, sécurité au travail, créer des politiques, des processus et tout ça. Participer à la stratégie de l'organisation, devenir éventuellement directeur du service, devenir un VP ou peut-être te spécialiser comme directeur de la formation, directeur de développement organisationnel qui est donc populaire, le DO en RH. Le monde veut le faire ça parce que ça sonne bien du développement organisationnel. Mais moi aussi, d'ailleurs, je voulais faire ça. Mais j'ai vu qu'il y avait un besoin qui était très, très, très plate, qui était celui de la rédaction de CV. Alors, l'une des autres grandes leçons, c'était de faire ce qui n'est pas sexy. En fait, c'est une reformulation de la première chose que je t'ai dite, là, qui est de faire ce que le 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Et la rédaction de CV, c'est quelque chose qu'on te demande déjà sur les bancs d'école comme RH. Fait que c'est très mal perçu. Disons qu'il y a peu de RH qui sont envieux des gens d'employabilité parce que c'est encore plus un poste d'entrée que le recrutement. Fait que les RH qui sont pas chanceux, qui vont qui réussiront pas à obtenir un emploi en recrutement, ils vont obtenir un emploi en employabilité pour ensuite devenir recruteur. Alors ça, c'est je dis ça, la rédaction de CV, ce n'est pas sexy. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller vers la voie pas sexy, de faire la rédaction de CV, parce que j'étais super impliqué dans les associations étudiantes à l'université, et déjà là, on me demandait, les gens me demandaient, là, mes comparses des autres disciplines scolaires en urbanisme, en tourisme et hôtellerie, en administration. Ils me demanderaient de revoir leur CV, mais ce n'est que plus tard que ma cloche elle a vraiment allumé. Où je me suis dit, OK, je peux vraiment en faire une carrière. C'est lorsque j'ai mis une page sur Google puis que ça a commencé à attirer du trafic et des clients par-ci par-là qui passaient par mon blog, parce que ça a démarré d'un blog qui n'avait pas de page de service dessus. Fait que quand je dis que j'ai mis une page en ligne, j'ai utilisé un service SEO pour développer une page qui présenterait mes services de rédaction de CV. Le prix était dérisoire au début, c'était 79$ pour un CV, mais ça m'a déjà montré que c'était possible
d'avoir un minimum de sous à partir d'une stratégie SEO. Et là, je me suis intéressé au référencement d'articles sur le web. Et ce que j'ai fait de différent par la suite, ça a été d'écrire des articles. Oui, mais des articles qui étaient super différents. Donc, ça suivait encore la philosophie de faire ce que les gens font pas. Si les gens faisaient un article seulement textuel de 500, 600, 700 mots, moi, je passais 1 mois, 2 mois, parfois à écrire mes articles pour faire des choses qui étaient des guides complets. Il n'y a pas grand monde qui avait la patience, l'énergie, le temps et peut-être aussi les finances, parce qu'il faut que tu investisses un petit peu sur des softwares, sur des accès, des choses comme ça. Il faut que tu développes tes compétences technologiques, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour faire des choses avec lesquelles tu n'es pas nécessairement habitué ou qui te rendent insécure, comme mettre des pages à jour, des choses comme ça. Au début, tu te demandes si tout va planter, si ton site va survivre. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de mettre 1 mois sur un article. Pour te dire vrai, là, tu te demandes si ça va porter ses fruits. Et dans la majorité des cas, ça ne porte pas de fruits. Fait que ça, c'est ce qui est encore plus difficile. Mais dans tous les articles que tu rédiges, ou tous les contenus que tu fais, il y en a 1 ou 2 qui tirent leur épingle du jeu, puis là, ça te donne des indices sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien, sur ce qui attire les gens, puis ce qui les turn off. Puis encore aujourd'hui, je fais des tests de la sorte, comme par exemple, j'ai rédigé un article sur les mots-clés qui soit n'avaient pas la bonne twist ou que j'ai mal ciblé le besoin, mais lorsqu'il va être le temps de générer des revenus pour toi, ça va être vraiment de t'intéresser aux besoins des gens autour de toi, comme dans mon cas, le besoin était déjà exprimé pour la rédaction de CV, les gens en voulaient en savoir plus, mais ce qui n'était pas présent sur le web, c'était des captures d'écran, c'était des vidéos avec des tutoriels, c'était des exemples bien concrets sur ce qu'il faut faire, sur les marches à suivre pour écrire le CV, et ça n'existait pas. Ou du moins, c'était très peu fréquent d'en voir. Donc, les gens vont aller écrire sur leur CV, sur le CV avec leurs opinions et tout ça, mais ils n'allaient pas prendre le temps de développer une capture d'écran qui, à elle seule, prendrait peut-être 45 minutes pour créer le contenu. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai tiré mon épingle du jeu. Alors, même si ça ne s'applique peut-être pas à ton domaine, il va falloir que tu commences à observer autour de toi quels sont les besoins qui sont vraiment déjà là, parce que je pense à un ami qui s'est lancé, je ne vais pas indiquer sa spécialisation parce que tu vas pouvoir peut-être l'identifier, mais il a débuté une entreprise qui fonctionne vraiment pas bien depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près. Il me sollicite fréquemment pour que j'utilise ses services, mais moi, je veux pas les utiliser. Ça m'intéresse tout simplement pas, puis je le vois bien que ça ne crée pas suffisamment de demandes autour de lui. Donc lui, il est en train d'essayer de créer un besoin que les gens n'ont pas de besoin et de fonder ses activités là-dessus. Alors, il faut reconnaître assez tôt ce qui ne fonctionne pas pour tout de suite prendre une autre direction. Alors, c'est une autre des philosophies qu'il faut assimiler. Ça va être le fait que ce qui n'est pas en demande n'est pas en demande et ce qui est en demande est en demande et qu'on va se loger sur quelque chose qui va nous demander le moins d'acquisition de clients possible. Et parlant d'acquisition de clients, même si la mienne n'était pas entièrement automatisée, il faut dire qu'elle me laissait la liberté de créer quand je veux. Que ce soit créer des articles ou créer des vidéos, je peux prendre de longues pauses et ça ne va pas nécessairement affecter grandement mes activités parce que les clients vont continuer de rentrer. Alors, c'est ça la beauté de la chose quand tu te positionnes sur des plateformes qui sont des plateformes de recherche, j'ai nommé Google et YouTube, c'est que les gens ils recherchent donc quand ils ont un besoin. Et ça permet d'avoir des requêtes récurrentes concernant mes services. Alors oui, ça peut fonctionner avec TikTok, oui, ça peut fonctionner avec Instagram, Facebook, avec LinkedIn, avec des plateformes où est-ce que les contenus sont continuellement à recréer, mais là, tu te mets une pression énorme de toujours devoir créer. Alors c'est vrai que moi aussi, j'ai dû toujours créer, mais je l'ai fait d'une façon où est-ce que je peux prendre de longues pauses, comme encore dans 2 semaines, par exemple. Je m'en vais totalement off the grid au Panama. Je m'en vais à un endroit qui s'appelle Sandblast où il n'y aura probablement pas de connexion Internet et je me sens tout à fait libre de le faire. Alors c'est ça, la vie souhaitée, c'est de pouvoir avoir des requêtes de clients qui continuent à rentrer, qui vont pouvoir alimenter ton mode de vie et ce pendant plusieurs années. C'est principalement avec des contenus evergreen qu'on appelle, des contenus qui ont une utilité sur le long terme, qui vont servir aux gens pendant longtemps.
Puis il y a parmi ces contenus-là que tu vas créer des contenus qui vont devenir forts et qui vont devenir des vecteurs de clients plus que d'autres. Par exemple, dans mon cas, moi, ça a été ceux qui répondaient à des préoccupations fréquentes que les gens avaient, par exemple, sur les trous dans le CV, pour te donner un exemple parmi tant d'autres. Alors, ça inquiétait beaucoup les gens et vu que j'y répondais de la meilleure façon, sur le web, du moins selon l'avis des utilisateurs, l'article il montait dans Google et les gens ils passaient tous par là puis ils voyaient que j'avais un angle différent que la majorité des créateurs de contenu sur le sujet. C'est ça qui les invitait à me contacter. Alors, dans ton cas, il va falloir que tu testes beaucoup d'idées, que tu les lances, que tu n'aies pas peur de les mettre en ligne pour voir ce qui va fonctionner le mieux. Et c'est comme ça que tu vas récolter des indices qui vont t'indiquer la voie à suivre sur où se trouvent les revenus, de quoi les gens ont besoin et comment tu vas pouvoir y répondre de la meilleure façon possible. Et éventuellement, tu vas avoir des clients en bouche à oreille, mais tu vois, dans mon cas, encore aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment pour alimenter tout le lifestyle. Ça prend des nouveaux clients continuellement. Alors même si je suis rendu à un genre de 40% approximativement de clients qui proviennent du bouche à oreille, il demeure que j'ai un genre de 60% qui sont des gens qui ont jamais entendu parler de moi à ce jour, puis qui cherchent sur Google, qui me trouvent, qui voient que mes choses sont différentes, que j'utilise une approche qui se distingue de la compétition. Et encore une fois, on en revient à comment est-ce qu'on génère des revenus comme freelancer. Ça va être vraiment en faisant ce que le 99% des gens ne font pas, que ce soit en type de contenu, en quantité d'énergie déployée, en diversité des investissements financiers, essayer des nouveaux logiciels, être toujours en mise à jour, être toujours en édition. Ça va être la dernière chose que je vais te dire, c'est comment est-ce que j'ai fait pour y arriver. Ça a été en étant un propre consommateur de mes contenus et en les rééditant continuellement. Alors, c'est ça la beauté avec les plateformes de recherche, c'est que tu peux toujours refaire une vidéo ou un article qui va être encore meilleur. Tu le rafraîchis, tu rajoutes un tableau dedans, tu rajoutes un graphique, tu rajoutes une image. Alors, ces petites mini-améliorations-là, que ce soit sur des articles ou des vidéos ou encore sur des pages de service, parce que mes pages de service de LinkedIn, de CV, de coaching d'entrevue, je les ai revues là, au moins 1000 fois chacune. Une petite amélioration par-ci, par-là, corriger une petite faute d'orthographe. Tous ces petits mini détails-là finissent par s'accumuler et te permettent d'avoir une offre qui est essentiellement différente de la compétition et c'est comme ça qu'on y arrive. Si tu as apprécié la vidéo et que tu veux encore plus de contenu de la sorte sur le nomadisme numérique, sur le freelancing, je t'invite à me mettre un like. Ça va être un excellent indicateur pour moi pour me dire qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Puis peut-être que je vais pouvoir me starter un autre business sur le site là-dessus, qui sait. Aussi, abonne-toi à la chaîne. Je te dis là-dessus à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil. Allez, bye bye.